Un exchange, c'est une plateforme d'échange de crypto qui a pour but de rendre l'échange de crypto simple et accessible pour des millions de personnes. Le business plan d'un exchange, il est super simple. On permet à des utilisateurs de venir s'échanger des cryptos et nous derrière on prend des frais de transaction. En général c'est entre 0,1 et 1%, ça dépend des exchanges. On multiplie ça par le nombre d'utilisateurs actifs par jour et on comprend que Binance et compagnie brassent beaucoup d'argent. On a évidemment aussi les revenus sur les produits financiers auxquels ils permettent l'accès, comme le staking, le lending, les produits dérivés, etc. Mais c'est pas le principal. Quand je veux vendre ou acheter une crypto, je dois placer un ordre dans le carnet d'ordre. Si je veux acheter un bitcoin à 80 000, je dois placer un ordre dans le but de trouver un acheteur qui est prêt à me l'acheter. Si quelqu'un a un bitcoin et qu'il est prêt à me le vendre à 80 000, c'est nickel parce que il a juste à placer un ordre de vente au même prix dans le carnet d'ordre et on a trouvé un accord, je veux l'acheter à 80 000, il veut me le vendre à 80 000, c'est parfait. Bien évidemment, il faut prendre en compte que ça fonctionne avec des milliers d'utilisateurs par seconde. Mais on a un problème. Parfois, il n'y a pas d'acheteur au prix exact des vendeurs, et il n'y a pas de vendeur au prix exact des acheteurs. Cette différence, c'est ce qu'on appelle le spread. Quand un acheteur place un ordre, on a la création de ce qu'on appelle un bid, et quand un vendeur place un ordre, c'est ce qu'on appelle un ask. Le bid, c'est le prix le plus élevé qu'un acheteur est prêt à payer, et le ask, c'est le prix le plus bas qu'un vendeur est prêt à accepter. Mais parfois, ils sont pas alignés, parce que les vendeurs, ils demandent un prix plus haut que les acheteurs, ou alors que les acheteurs demandent un prix plus bas. Souvent, le spread, il est très élevé sur les plateformes où il y a très peu d'acteurs, et du coup, il y a très peu de volume, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et ça, c'est un problème. Parce que si personne n'arrive à se mettre d'accord sur le prix, il y a des milliers d'ordres en attente d'exécution, le marché il est complètement bloqué, et l'exchange ne prend aucun frais sur les transactions, et donc ne génère aucune moula. Et ça, c'est un énorme problème. Donc vous l'avez compris, le but c'est de réduire ce spread pour avoir plus d'échanges, et de faire rentrer un maximum d'argent dans les caisses des exchanges. Et du coup, comment on fait ça ? On le fait pas. On le fait pas nous-mêmes, on appelle des professionnels qui vont se charger de rajouter de la profondeur dans ce marché. Ces professionnels, c'est ce qu'on appelle des market makers. En général, les market makers, c'est des entreprises privées avec beaucoup de fonds dont le seul but, c'est de venir fournir de la liquidité pour s'assurer que les trades se fassent vite et bien. Pour ça, ils vont placer de la liquidité des deux côtés du carnet d'ordre, en plaçant énormément d'ordres acheteurs et énormément d'ordres vendeurs, pour être bien sûr qu'il y ait toujours une réponse en face de l'ordre, ce qui rend forcément le marché plus efficient. Ils vont du coup réduire le spread, et sans eux, l'écart entre le bid et le ask pourrait être absolument énorme. Ils fournissent de la liquidité pour pas qu'il y ait de blocage dans l'engrenage. Mais du coup, ces mecs-là, ils y gagnent quoi ? Ils sont bénévoles ? Non, ils sont pas du tout bénévoles, évidemment. Ils gagnent le spread. Pour fournir de la liquidité, le market maker, il va placer lui-même des ordres dans le carnet d'ordre, c'est-à-dire le bid et le ask. Imaginons par exemple qu'on ait un carnet d'ordre sur Binance pour un Ether. Le bid, le meilleur prix d'achat, ça va être 1998 $. Quelqu'un est prêt à acheter à ce prix. Le ask, le meilleur prix de vente, ça va être 2002 $. Quelqu'un est prêt à vendre à ce prix. Du coup, le spread, la différence entre les deux, ça va être 2002 moins 1998, ça va être 4 $. 4 $, le spread, c'est l'écart entre vendeur et acheteur. Un market maker, lui, il ne subit pas le carnet d'ordre, il le crée. Ces prix, ils sont pas là par hasard, c'est lui qui les décide en s'assurant que le bid est bien inférieur au ask pour venir derrière faire un profit, vu qu'il prend la différence, le spread. Donc quand un investisseur va ouvrir son exchange, bon déjà il va avoir son portefeuille saigné, ça c'est terrible, mais surtout il va voir le bid des 1998 $, le prix le plus haut qu'un acheteur est prêt à proposer, et il va voir le ask 2002 $, le prix le plus bas qu'un vendeur propose. Donc un trader n'a pas le choix, il est soumis aux propositions du carnet d'ordre. Il subit du coup le spread qui est de 4 $, ça veut dire que s'il achète un Ether et qu'il le revend direct, il perd 4 $. Et les 4 $, ils vont dans la poche de qui ? Du market maker. Par contre, de l'autre côté, pour un market maker, ça n'a rien à voir. Quand un trader va vouloir vendre son Ether au prix maximum de l'acheteur, c'est-à-dire le prix du market maker, le market maker, il va recevoir un Ether à 1998 $. Et inversement, quand un trader va vouloir acheter un Ether au prix minimum du vendeur, le prix du market maker toujours, le market maker va laisser partir son Ether à 2002 $. Donc normalement, vous avez compris. Si il reçoit un Ether au bid et qu'il le revend au ask, il gagne le spread. C'est les 3 mots à comprendre. C'est-à-dire que le trader a perdu. Il ne subit pas l'écart, il le définit. Il place ses ordres de manière à ce que les autres traders viennent à lui et il empoche la différence à chaque fois qu'ils acceptent ses prix. Donc on est sur une relation ultra réciproque. Ils sont un peu comme cul et chemise les deux. Les exchanges, ils ont besoin des market makers pour mettre de l'huile dans leur moteur et s'assurer que toutes les transactions sont fluides. Et les market makers, ils ont besoin des exchanges tout simplement parce que c'est eux qui les payent en échange de leur service qui est de rajouter de la profondeur sur les carnets d'ordre. Mais c'est pas la seule façon pour les market makers de gagner de l'argent. En plus des spreads sur les exchanges, ils ont aussi ce qu'on appelle les rebates. En gros, les rebates, c'est les exchanges qui payent directement les market makers ou qui leur donnent des avantages sur les frais de transaction pour encourager à faire entrer la liquidité. On a aussi de l'arbitrage, ils vont profiter des écarts tout petits
entre les différentes plateformes d'échange pour venir réaliser des profits supplémentaires. Par exemple, imaginons que sur Binance, l'Ether il est à 2000, avec pareil, le bid à 1998, le ask à 2002. Sur Kraken, imaginons que l'Ether il est à 2010, avec le bid à 2008 et le ask à 2012. Qu'est-ce qu'ils vont faire les market makers? Ils vont venir acheter à 1998 sur Binance et vendre à 2008 sur Kraken. Et donc ils vont faire un profit de 10 $ par Ether. Et si on répète ça plein de fois, bah on commence à se mettre bien. Mais ça a un intérêt aussi sur les marchés, c'est que ça permet de maintenir les prix les plus proches entre les plateformes. Si vous avez bien suivi, vous voyez que les exchanges, ils engagent les market makers pour réduire le spread, pour réduire l'écart entre le ask et le bid et pour rendre les échanges un peu plus profonds, un peu plus efficients. Mais les market makers, eux, ils font leur beurre sur le spread. Donc pour les market makers, comment on fait le plus d'argent? Bah quand on a un spread qui est plus élevé. Et donc là, on a un petit truc qui cloche. Les exchanges, ils veulent que le spread soit bas et les market makers, ils veulent que le spread soit haut. Là, ça va cogner. En vérité, c'est une question d'équilibre. Si les market makers décident de faire un spread trop haut, ok, ils vont faire beaucoup d'argent sur le coup et sur la différence entre le bid et le ask sur quelques transactions. Le problème, c'est que ça va attirer beaucoup moins de traders parce qu'ils vont voir que, putain, sur cette plateforme, l'écart, il est beaucoup trop désavantageux pour nous. Résultat, moins de gens trade et le marché devient lent et illiquide. Donc oui, on prend une meilleure marge, mais sur moins de transactions. Donc on gagne moins d'argent. Donc, les deux parties ont en fait un intérêt de garder un spread qui est bas. Ça va attirer beaucoup plus d'utilisateurs. Oui, les market makers vont prendre une plus petite marge, mais sur plus de volume cette fois. Et les exchanges vont gagner beaucoup plus en frais de transaction, donc plus de récompenses pour les market makers. C'est une sorte d'accord commun. Mais en vérité, les exchanges, ils ont aussi une technique infaillible pour s'assurer que les market makers, ils vont pas leur mettre à l'envers et garder le spread le plus haut possible s'ils voient que c'est plus rentable pour eux. Cette technique infaillible, elle existe depuis très longtemps, elle s'appelle la concurrence. Bah ouais. Si un exchange fait appel à plusieurs market makers pour assurer encore plus de liquidité, bah il va y avoir une sorte de compétition, de théorie des jeux qui va se mettre en place et ils vont choisir leur bid et leur ask en fonction des autres market makers pour être sûr de passer devant s'il y a un achat ou s'il y a une vente et pour pouvoir empocher la différence. Ok, on a vu le fonctionnement académique des market makers, c'est extrêmement important à comprendre, mais c'est pas leur seul agissement. Là, on était sur le côté émergé de l'iceberg. Il y a une phase de la lune qu'on n'a pas encore éclairée. Si vous êtes dans l'écosystème depuis un petit moment, vous avez vu des gros mouvements. Et vous avez sans doute déjà dû entendre les fameux « c'est les liquidations, on est venu liquider les ordres, c'est de la manipulation, etc. » Alors, des fois, c'est l'excuse de certains traders qui ont perdu leur trade et qui n'assument pas, mais la plupart du temps, c'est vrai. Et il y a une sorte de flou autour de ces théories-là. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est de la théorie du complot ou pas? Je vous rassure, ça existe. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Déjà, les contrats perpétuels, c'est des contrats qui tradent l'actif sous-jacent et pas directement l'actif et qui n'ont pas de date d'expiration. Ces contrats, ils ont plein d'avantages. On peut parier à la hausse ou à la baisse, mais on peut surtout prendre du levier. Le levier, c'est quoi? C'est un emprunt que l'on fait à la plateforme pour augmenter son exposition. Si par exemple, j'ai 1000 $ sur mon compte de trading et je prends un levier x3, je vais avoir théoriquement 3000 $ d'exposition. Donc c'est trop cool, parce que si le prix monte de 10% et que j'ai parié à la hausse, c'est comme si je gagnais 30%. C'est-à-dire 300 $. Sauf que je peux pas perdre 3000 $ vu que j'ai emprunté 2000 et que j'avais juste mis 1000. Donc je peux perdre que mes 1000 $ qui sont à moi. Et si le prix chute de 33%, vu que j'ai un levier x3, mon trade il se coupe puisque j'aurais perdu 1000 $ et la plateforme va vendre mon long pour se rembourser ce qu'elle m'a prêté. Cette vente, c'est ce qu'on appelle une liquidation. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que je parie à la hausse, ma liquidation, c'est une vente. Si je short, que je parie à la baisse, ma liquidation, c'est un rachat forcé. Okay, on a expliqué ce que c'était les contrats perpetuals. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il arrive parfois que des liquidations se placent au même endroit. Les gens vont mettre leurs ordres en faisant à peu près la même analyse technique et vont en conclure que, ok, ma liquidation, elle va être à tel prix. Et donc ça va créer des sortes de clusters, de pools de liquidation au même endroit, c'est-à-dire des prix où il y a des gros ordres de vente ou des gros ordres d'achat. Et ça, c'est hyper intéressant pour les whales, parce que si ce prix vient être touché, on a des milliers d'ordres qui sont exécutés en même temps. Donc les whales, théoriquement, elles pourraient complètement venir racheter ces ordres de vente, dans le cas d'une liquidation à la baisse, pour se positionner plus bas. Et les whales, ça peut aussi être des exchanges, puisque les exchanges, ils ont besoin de réserves. Et donc les exchanges, ils aimeraient bien aussi racheter les tokens à un faible prix. Sauf que la question, c'est comment est-ce qu'on fait descendre le prix du marché pour venir toucher ces liquidations? Eh bien, on appelle les market makers, comme d'hab. Problème de plomberie, market maker. Faut aller chercher votre enfant à l'école, market maker. Saint-Etienne va descendre en Ligue 2? Non, là, les market makers, ils peuvent pas faire grand-chose. Désolé. Du coup, on appelle les market makers pour leur dire yo les mecs, il y a plein de liquidations, j'aimerais bien racheter plus bas, est-ce que vous pouvez faire baisser les cours? Comment ils vont faire pour faire baisser les cours? Est-ce que c'est pas un peu illégal? Eh ben, ils vont utiliser leur puissance, leur capital, leur vitesse, leurs données pour faire bouger le prix juste assez pour déclencher ces liquidations. Dans un exemple, par exemple, de liquidation de longue, les market makers, ils vont prendre une grande quantité de crypto pour faire brutalement baisser le cours. Ça va entraîner un mouvement de panique, beaucoup de gens vont dire putain ça baisse, j'ai pas envie que ça baisse, et ils vont vendre. Et donc s'ils vendent, le prix chute encore plus. Si le prix touche les liquidations, des ordres de vente vont se déclencher et ça va encore plus faire chuter le prix pour toucher d'autres liquidations. Les whales derrière,
elles ont le champ libre pour tout racheter instantanément pour avoir un prix d'achat plus bas. On a un bon gros cocktail pour foutre le bordel et pour rapatrier l'argent des retail dans les poches des gros investisseurs. Pourquoi ils font ça concrètement? C'est pas gratuit tout ça, ça coûte de l'argent. Bah déjà ils le feront pour eux. Rien n'empêche les market makers de venir vendre en grande quantité pour acheter plus bas. Et vu qu'ils ont les informations de ce qui va se passer, des mouvements de liquidation, de comment globalement les exchanges ou les whales vont commencer à racheter, bah ils vont pas s'en priver. Alameda Research, c'est la firme de market making qui travaille avec FTX. Et elle est soupçonnée, très fortement soupçonnée, d'avoir fait dumper le Bitcoin sur FTX pour venir liquider des longs en mai 2021, puis pour racheter à 30 000 $ pour eux-mêmes. Quand FTX est tombé, Sam Bankman-Fried, il a été condamné à 25 ans de prison pour fraude, et les enquêtes ont montré que Alameda utilisait des fonds clients pour influencer les prix, souvent au profit de leur propre position ou pour des partenaires. Donc oui, ça existe. Mais ils peuvent aussi faire ce mouvement pour les exchanges. Rappelez-vous que market maker exchange, ils sont très potes. Donc quand le prix touche les liquidations, ça enclenche des transactions, donc du volume. Et rappelez-vous que les exchanges, ils touchent des frais sur des transactions, peu importe qu'elles soient à la hausse, à la baisse, des achats, des ventes, ils s'en foutent. Et donc, ils peuvent dire, ok, vous me créez du mouvement les mecs, pas de souci. S'il va y avoir des transactions, il va y avoir du volume, et je peux vous en donner une partie. BitMEX, une plateforme d'échange, a par exemple été accusée de permettre ou d'encourager des market makers à provoquer des baisses soudaines, qu'on appelle des wicks, pour venir déclencher des liquidations sur des contrats à fort levier. Bah ouais, parce que les mecs ils se disent, ok, il y a des clients chez nous qui ont pris du levier, ça veut dire que si jamais le prix monte, c'est nous qui allons devoir les payer. Et nous, on n'a pas envie de les payer parce qu'on est en business. Ça serait quand même sympa si on avait des potes qui pouvaient nous faire baisser le prix, comme ça nous on n'a pas payé ces leviers vu que les mecs se font liquider, et en plus de ça, ça crée des transactions, et nous on prend de l'argent sur les frais de transaction. C'est magnifique. Est-ce que c'est dégueulasse? Oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. En mars 2020 par exemple, on a eu le crash Covid. Bitcoin est passé de 7009 à je crois 3006 à peu près en 24 heures sur BitMEX. On a eu plus d'1 milliard de positions longues qui sont liquidées. Et en fait, ces plateformes-là, elles vont pas arriver dans les moments où il se passe rien et dire au market maker qu'est là, maintenant, il y a zéro volume, il y a pas forcément d'activité, on est un dimanche, fais-moi dump. Non, c'est quand on a des moments désagréables. On a le crash Covid, ok. Est-ce que tu peux me faire encore plus dump? Ouais. En 2021, la CFTC, elle a poursuivi BitMEX pour manipulation de marché et pour fonctionnement illégal aux États-Unis. Donc, c'est gagnant-gagnant, comme d'hab. Et ce mécanisme, il peut aussi être pour des institutions, pour des banques, pour des hedge funds, pour leur permettre d'acheter plus bas ou de clôturer leur short en profit. En juin 2022, par exemple, sur Binance, Bitcoin a chuté à 27 500. On a eu des rumeurs, on n'a pas toutes les informations sur Twitter, qui disent que des fonds comme Free Arrows Capital ou des Whales ont demandé à des market makers comme Jump Trading de faire tomber le prix pour accumuler à bas prix avant un rebond. On a une preuve indirecte de ça, c'est les volumes d'achats massifs post-liquidation, souvent des ordres OTC, qui suggère qu'on a eu des entrées institutionnelles par la porte de derrière. C'est le fonctionnement, c'est comme ça que ça marche, c'est un fait. Il y a encore énormément d'autres magouilles de la part des market makers, surtout à cause de leur pouvoir assez privilégié. On a ce qu'on appelle du wash trading aussi. Les market makers vont venir simuler des gros volumes sur les exchanges pour promouvoir l'exchange. Dans un rapport de Bitwise, la société a dénoncé que 95% des volumes de trading sur certaines plateformes est complètement artificiel. C'est juste les market makers qui créent du faux volume. On a aussi ce qu'on appelle du spoofing. Les market makers vont venir placer de faux ordres dans l'order book pour effrayer les gens. Par exemple, une vente de 1000 bitcoins à 95 000 $. Les gens vont avoir très peur. Il y a des mecs sur YouTube qui vont faire des vidéos et dire regardez cette whale se vend, et donc ces gens vont vendre en avance. Sauf qu'en général, c'est des faux ordres qui ne seront jamais exécutés. C'est juste pour faire descendre le cours et acheter plus bas. On a aussi du front running. Comme ils ont des accès privilégiés aux données des exchanges, ils voient les gros ordres avant qu'ils soient effectués et ils trade en avance pour en profiter. La question qu'on peut se poser, c'est comment c'est possible que tout ça soit légal? La vérité, c'est que, premièrement, il y a beaucoup de flou autour de ça. Ça existe. Je suis persuadé que ça existe, mais on n'a pas énormément de preuves jusqu'au moment où la société fait faillite, si un jour elle fait faillite, et qu'on commence à faire une enquête et se rendre compte qu'il y avait des trucs un petit peu louches. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a très peu de régulation par rapport à la finance traditionnelle. Les régulations, elles sont pas encore totalement fondées en fonction des pays, et comme c'est un marché qui est nouveau, on doit attendre de voir des règles strictes et des punitions efficaces, comme pour la bourse. Les données, elles sont pas non plus pleinement accessibles, il y a beaucoup de data qui circulent contre les exchanges, contre les institutions et les market makers. L'objectif, c'est de garder ces data pour eux pour avoir des avantages stratégiques, des edges sur les acteurs de marché. Ça veut dire que c'est beaucoup plus dur d'avoir des infos qui sont certaines. Et la dernière chose, c'est qu'ils ont une rapidité d'exécution assez folle. En fait, en général, ces acteurs, ils ont des centaines de bots qui placent des ordres, qui comparent les cotations. C'est très dur d'avoir une visualisation claire de tout ce qui se passe. Je pense qu'on est arrivé dans un marché qui est très différent de ce qu'il était les précédentes années. On a des gros joueurs qui ont compris qu'il y avait beaucoup d'argent, qui ont vu ce qui s'était passé en 2021 et qui vont pas faire la même erreur de le laisser aux particuliers. On a les institutions, on a les exchanges, on a les market makers, chacun a un intérêt croisé, et encore une fois, on en parlait dans une dernière vidéo, tout est fait de la part des exchanges, des market makers, etc. pour
prendre l'argent des retails pour leur mettre dans leur poche. Il y a plein de façons de faire ça. On est dans un marché où les institutions jouent contre nous et c'est important de comprendre comment elles fonctionnent parce que sinon on joue un jeu auquel on n'a pas accès aux règles, donc c'est vraiment des mécanismes à comprendre. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. J'espère aussi que j'aurai pas de problème avec cette vidéo. Et ça peut être aussi intéressant d'ailleurs d'aller regarder les niveaux de liquidation pour comprendre ou pour appréhender les moments. C'est important de vraiment avoir une vision de comment ça fonctionne pour pas se retrouver dans la peur à chaque fois qu'il y a un mouvement de marché. Je parle pas du mouvement de marché en ce moment, mais quand on a des phases de liquidation, quand on a des bougies et qu'on comprend pas justement qu'il y a plein d'autres acteurs que simplement notre voisin ou notre pote qui achète des cryptos, on a une vue d'ensemble complète de ce qui se passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai mis quelques liens dans la description si vous voulez aller fouiller un petit peu tout ça. J'espère que tout va bien pour vous dans ces périodes qui sont vraiment très dures. On est dans un marché de débile mental les mecs, mais j'espère et je sens que ça payera au bout d'un moment.